On est parti. Et bah super. Donc bonjour à tous et à tous, et en tout cas bonjour à ceux qui vont regarder en replay cette présentation. Donc moi je suis la capitaine Aurélie Bobet. Je vais mettre mon PowerPoint en plein écran, ça va être plus simple. Je suis la capitaine Aurélie Bobet, donc je suis la chef du centre de recrutement, d'information et de recrutement des forces armées situé sur Amiens. Et nous, on a la charge vraiment de gérer le recrutement pour des futurs aviateurs. Donc quand on dit aviateur, attention, ce n'est pas que des pilotes, d'accord? Pour les aviateurs dans l'armée de l'air, c'est tous les personnels de l'armée de l'air. Donc nous, on gère ce recrutement justement dans toute la Picardie, donc la Somme, l'Aisne et l'Oise. Je fais quand même un petit point sur mes collègues du CIRFA de Lille, hein, parce que là, on parle vraiment des Hauts-de-France. Donc voilà, vous avez les coordonnées du CIRFA de Lille qui, eux, vont gérer le recrutement du Nord et du Pas-de-Calais. Et ils font aussi pas mal de permanences dans toute la région du Nord-Pas-de-Calais. Donc, il ne faudra pas hésiter à prendre contact avec eux si vous voulez vous renseigner et justement prendre rendez-vous. Pour notre CIRFA à nous au niveau d'Amiens, donc nous, comme je vous l'ai dit, on gère le 80, le 60 et le 02. Et on va aussi faire des permanences un petit peu partout. Le but étant, c'est que si le jeune est vraiment motivé, on essaie de le faire venir sur Amiens. Sinon, si c'est compliqué pour lui de venir, on essaie de se déplacer vraiment dans les missions locales. Alors voilà, je vous mets le petit sommaire. Je vais essayer d'être le plus explicite possible pour répondre à toutes les questions. Je ne vais pas faire un focus que sur les métiers de pilote. Je vais en parler, mais ce n'est pas notre plus gros recrutement dans l'armée de l'air. On a plein d'autres métiers, mais je vais quand même vous en parler, bien sûr. Mais le but, c'est vraiment que vous compreniez un petit peu tous les différents statuts et les recrutements. On va commencer par, bien sûr, les missions de l'armée de l'air et l'espace. À quoi sert l'armée de l'air et l'espace? On a trois grosses missions qui sont vraiment la première partie, c'est la mission de protection. On est vraiment là pour protéger les populations et nous, notre rôle, c'est d'assurer toute la surveillance de l'espace aérien et aussi maintenant la surveillance spatiale. On est passé armée de l'air et de l'espace depuis 2021 maintenant. Donc on a ce rôle aussi de gérer tous les satellites militaires qu'on utilise pour le renseignement. Donc c'est une mission aussi qui est très importante. La mission d'intervention, c'est le but de dire que l'armée de l'air et l'espace, on peut se projeter très vite et très loin. Donc on a des missions où on peut partir avec nos collègues des États-Unis, avec nos collègues de la Grèce, de Singapour, etc. et de déployer toute notre force, tous nos avions de transport, nos Rafales, etc. à l'autre bout du monde et de dire que voilà, l'armée de l'air, on a cette puissance aérienne qu'on peut mettre à disposition, même pour partir secours quand il y a des grosses catastrophes, par exemple climatiques, et bah, du coup, on peut vraiment intervenir rapidement. Et enfin, la dissuasion, ça, on en parle malheureusement beaucoup, hein, mais il faut savoir qu'on dispose de l'arme nucléaire. L'armée de l'air, on a l'arme nucléaire qui peut être mise en place sous nos rafales. Donc, bien sûr, ça, on est les deux armées, hein, la Marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace qui disposons de la dissuasion nucléaire. Donc, bien sûr, c'est pour défendre les intérêts vitaux de la France. Je vous donne quelques petits chiffres aussi pour que vous compreniez la composition de l'armée de l'air et l'espace. On est à peu près 43 000 militaires. C'est un petit peu baissé, on était un peu plus nombreux, ça a un petit peu baissé. On n'est que 20% des effectifs, hein. On est une petite armée, avec bien sûr la marine, on est à peu près dans les mêmes effectifs. L'armée de terre nous écrasant, bien sûr, et c'est eux qui sont les plus nombreux. Nous, au niveau du, comment dire, du nombre de personnes qu'on a dans l'armée de l'air, on va avoir, comme on est une armée qui est très technique, donc une armée vraiment de techniciens, on va avoir 60% de sous-officiers. Vous allez voir dans la prochaine slide une pyramide aussi qui va vous expliquer un petit peu le recrutement et les différents statuts. 60% de sous-officiers, c'est-à-dire 60% de techniciens. Donc on va vraiment rechercher des jeunes qui ont déjà un petit bagage scolaire. 25% de militaires du rang, ça va être la partie les moins gradés, entre guillemets, de l'armée. Et c'est là qu'on va retrouver les jeunes qui sont plutôt des jeunes exécutants. On leur donne une tâche et ils exécutent. Et enfin, la tête, entre guillemets, hein, ceux qui vont commander, ce sont les officiers. Donc, on a à peu près 15% d'officiers. À savoir que l'armée de l'air et l'espace, on est aussi l'armée la plus féminisée. Voilà, on en parlait un petit peu avec Aubin juste avant en disant que malheureusement dans l'aéronautique, ça manque de femmes. Et je suis tout à fait d'accord. Mais nous, on a cette chance dans l'armée de l'air d'être l'armée la plus féminisée d'Europe avec un taux de féminisation de 25%. Donc bien sûr, toutes les jeunes femmes sont les bienvenues dans l'armée de l'air. On a 40 bases aériennes et on en a 7 qui sont aussi disposées en Outre-mer. Vous avez la petite carte de France et la carte du monde. Donc le souci qu'on a quand vous voyez la carte, c'est que la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais,
c'est vraiment un désert militaire. Voilà. Ceux qui veulent intégrer l'armée de l'air et l'espace, il va falloir avoir cette notion de mobilité. Il va falloir bouger, il va falloir quitter son département, quitter sa région et de pouvoir intégrer une de nos bases aériennes. Les bases aériennes qu'on a aussi à l'étranger, et en outre-mer, ce sont des bases qu'on peut accéder soit pour faire, des fois on peut partir en OPEX et on peut partir aussi en mission, donc c'est-à-dire on peut partir en mission environ 3 voire 4 ans avec famille. Donc ça permet aussi de voyager tout en étant sur des bases qui sont très très agréables. Des conditions générales, donc ça c'est les conditions pour intégrer l'armée. Je dirais l'armée en général, ce sera les mêmes conditions aussi pour nos collègues de l'armée de terre et de la marine nationale. On intègre l'armée à partir de 17 ans. Donc du coup, pour les jeunes qui veulent intégrer l'armée de l'air à 17 ans, il faut bien sûr avoir l'accord des parents. Parce que comme ils sont mineurs, on a besoin que les parents soient d'accord. Il faut avoir effectué sa journée défense citoyenneté, la journée d'appel, hein. Ne pas avoir eu de condamnation. Donc, ceux qui ont eu des peines de prison ou quoi que ce soit, malheureusement, ça ne passera pas pour rentrer dans l'armée. Il faut, bien sûr, ça c'est le premier prérequis, il faut être de nationalité française. On peut avoir des binationaux, on a des franco-turcs, des franco-portugais, etc. Il n'y a aucun souci, mais il faut bien avoir la nationalité française. Dans l'armée de l'air, on va vous demander aussi de savoir nager 50 mètres minimum. On ne va pas vous demander d'attestation de natation, mais on va demander une attestation sur l'honneur. Parce qu'après, c'est des cours en piscine qu'on va avoir pendant nos formations militaires. Donc, du coup, il faut quand même savoir nager. Et enfin, il faut avoir une aptitude médicale, mais ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas passé de visite médicale avec un médecin militaire. D'accord? Ça, après, si vous avez des grosses pathologies, bien sûr, c'est possiblement rédhibitoire, mais c'est vraiment les médecins militaires qui peuvent vous donner ou non l'aptitude pour rentrer dans l'armée de l'air. Le recrutement. Donc, le recrutement, on va recruter des jeunes de 16 ans. Je fais un petit focus sur 16 ans. Je vous l'ai dit juste avant qu'on va recruter à partir de 17 ans, mais à savoir qu'à 16 ans, dans l'armée de l'air, on a aussi un lycée militaire qui va intégrer les jeunes qui peuvent faire une première et une terminale. Donc, du coup, on les intègre à partir de 16 ans. Donc, ils font leur première et leur terminale. Ils passent le bac dans l'école qui se situe à Saintes. C'est l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et l'espace. Ils passent le bac et après, ils peuvent intégrer le corps des sous-officiers et être formés en interne. Mais le recrutement général, c'est à partir de 17 ans. Et après, on va recruter jusqu'à moins de 30 ans. Si j'ai un jeune qui vient me voir et qui a 29 ans et 7 mois, ça va être compliqué. Le processus de recrutement étant un petit peu long, il aura peut-être passé ses 30 ans à la signature du contrat. Donc, il faut bien avoir moins de 30 ans. Au niveau scolaire, on va recruter vraiment fin de troisième, mais ça nous bloque un petit peu les métiers, hein. Ça, des métiers qui vont être plutôt des métiers de terrain. Et on va monter jusqu'à CAP, BEP, Bac, Bac Pro, BTS, BUT, Bac plus 3, Bac plus 5, etc. On n'a pas de limite, même si je peux vous dire qu'un jeune qui a un doctorat ne trouvera pas forcément sa voie dans les métiers de l'armée de l'air. C'est rare d'avoir des jeunes qui ont des doctorats. On va plutôt se limiter à des jeunes qui ont au moins un master. Voilà, donc le but pour nous, c'est d'apprendre et de progresser et pour évoluer dans un métier. Il ne faut pas se dire que quand on rentre dans l'armée, c'est qu'on n'est pas scolaire et que du coup, on a envie de bosser tout de suite. Il y aura toujours des formations en interne. Les formations sont continues au sein de l'armée. Donc, on apprend tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On a un gros esprit de cohésion aussi au sein de l'armée. Ça devient une famille. Voilà. On peut quitter sa famille, on peut être jeune et quitter sa famille. Mais quand on rentre au sein de l'armée de l'air, et ben, du coup, on rejoint une nouvelle famille. Et ça, c'est très important. On a cet aspect aussi de disponibilité. On peut être appelé à partir au coup de sifflet. Bref, ça arrive très rarement parce que nos missions sont plutôt bien préparées, mais on peut être amené à partir, donc à être disponible, bien sûr, en tout lieu. Et ce qui est hyper important, c'est le but, c'est de vivre une expérience hors du commun. Moi, je fais un petit aparté, hein, mais moi, j'ai une carrière qui est totalement atypique. Je suis rentrée comme prof d'anglais dans l'armée de l'air. J'ai pu évoluer après en interne comme à gérer tout ce qui est protocole, le cérémonial militaire. J'ai géré la maire de Paris, Anne Hidalgo. J'ai géré le président de la République, François Hollande, à l'époque. Je me suis occupée de lui sur le porte-avions Charles de Gaulle avec tous les présidents africains quand c'était l'anniversaire du débarquement dans la rade de Toulon. Je suis partie en Jordanie, à la frontière de l'Irak, pendant 4 mois. Voilà, donc j'ai fait des choses hors du commun que je n'aurais jamais pu faire si j'avais eu une carrière lambda, bien sûr, en tant que prof d'anglais dans un collège ou un lycée. Voilà, l'armée nous propose de faire des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Les différents statuts, je vais vous en parler tout de suite. Donc, on a le statut des officiers, sous-officiers militaires du rang. Et comme je vous le disais, ça, c'est vraiment notre pyramide. Donc,
c'est vraiment très hiérarchisé, hein. Le statut en bas de la pyramide militaire du rang, on va plutôt recruter les jeunes fin de troisième, ça je vous l'ai dit, CAP, BEP. Comme je vous dis, ce sont vraiment des exécutants. C'est un peu nos ouvriers. Voilà, on leur donne une tâche, ils exécutent. Les sous-officiers, donc 60% d'armée de l'air, on est vraiment dans cette partie de technicien. Donc là, il faut avoir minimum le bac. Tout type de bac, bac pro, bac technologique ou bac généraux, on prend tout. D'accord. Et ensuite, au-dessus, on va avoir les officiers. Les officiers, normalement, je vous ferai un petit focus après, on les recrute au moins avec un bac plus 3. Il faut avoir une licence validée. Je vous avoue que là, le recrutement étant quand même assez intensif, on est plutôt sur des profils de bac plus 5 parce qu'on peut se prendre des niveaux assez élevés pour nos jeunes officiers. Le pilote, vous l'avez vu, hein, il est sous la ligne des bac plus 3 parce qu'en fait, le pilote reste un officier, mais le pilote, on va pouvoir le recruter avec le bac, simplement. D'accord. C'est le minimum requis pour faire les tests de sélection, mais je vais vous avouer que le recrutement étant très très sélectif et très élitiste, il ne faut pas hésiter à pousser un peu ses études et au moins avoir un bac plus 2 déjà pour avoir un petit peu plus de maturité. Quand on a un bac plus 2, on a au moins 20 ans, donc ça peut vraiment aider par rapport aux tests de sélection et ça peut faire aussi la différence après pour les entretiens, etc. Alors, les militaires du rang, donc le statut un petit peu le plus bas, l'âge, je vous l'ai dit, hein, c'est de 17 à moins de 30 ans. Donc, soit on va prendre par rapport au diplôme du jeune, ou soit on va prendre aussi par rapport à l'expérience professionnelle que le jeune a pu avoir. Si je prends un exemple tout bête, mais si un jeune qui veut rentrer dans la restauration, on a des agents de restauration dans l'armée de l'air et l'espace. S'il n'a pas un CAP ou un BEP en restauration, mais qu'il a de l'expérience voilà, à Burger King ou à McDo pendant quelques mois, et bah, du coup, ça va lui suffire pour pouvoir rentrer dans nos formations après pour devenir agent de restauration. Pour certaines spécialités, on demandera le permis de conduire. Voilà, ça c'est le cas pour les chauffeurs routiers, pour les équipiers pompiers, parce qu'après on va leur faire passer les permis un peu poids lourds pour conduire les camions de pompiers, pour les aides-soignants qui vont pouvoir après conduire les ambulances. Voilà, donc on a des petits prérequis des fois pour certaines spécialités où il faudra le permis de conduire pour être accepté dans la spécialité. Les sous-officiers, donc là c'est notre plus gros recrutement, je vous l'ai dit, hein, 60% de l'armée de l'air, tout type de bac. Ce qui est intéressant, c'est que même si j'ai un jeune qui a un bac général, donc en gros qui va sortir sans compétences professionnelles particulières, l'armée de l'air va lui faire une formation professionnelle qui est rémunérée. Donc le jeune qui rentre chez nous en école, c'est un salaire de 1500 euros net et le jeune est nourri, logé, blanchi. Donc du coup, c'est que de l'argent de poche et il va apprendre vraiment son métier. Voilà, j'ai un jeune qui sort avec un bac général et qui veut vraiment devenir mécanicien sur avion, aucun souci, même s'il n'a pas de bac pro vraiment dans la mécanique, on va le former pendant quasiment plus d'un an au métier de mécanicien aéronautique. Donc c'est vraiment ouvert à tout type de profil. Le but étant, c'est d'avoir des jeunes qui ont envie d'apprendre. Ça, c'est important. Et du coup, on retrouve, alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir, parce qu'on a les petites, on a nos petites têtes là qui vont peut-être cacher, mais on a plusieurs types d'officiers dans l'armée de l'air. On a les officiers sous contrat, ceux que vous avez vus dans la slide avec la pyramide. Ces jeunes-là, je vous l'ai dit, on recrute de fin bac plus 3 à bac plus 5. C'est des contrats, c'est 4 contrats de 5 ans. D'accord. Donc, en gros, le but, c'est de faire une carrière de 20 ans. Moi, ça va être mon cas, hein. Moi, je m'arrête après 20 ans de carrière d'officier. Et on va recruter ces jeunes-là via des fiches de poste. Donc, en fait, sur notre site Devenir Aviateur, vous avez le petit logo qui est même marqué en bas de la slide. Sur Devenir Aviateur, notre site internet, on a des fiches de poste qui sont en ligne. Donc, du coup, il faut arriver à trouver la fiche de poste qui correspond à votre cursus scolaire. Vous avez un master en RH, on va recruter des officiers RH. Vous avez une licence en logistique, on va recruter des officiers logisticiens. Vous avez fait de la comptabilité, on va pouvoir vous prendre peut-être dans la gestion. Voilà, donc c'est vraiment trouver la fiche de poste qui va correspondre à votre cursus universitaire. Petit focus sur les pilotes. Donc le pilote, c'est ce que je vous ai dit avec au moins le bac minimum. Pour tous nos recrutements, c'est moins de 30 ans. D'accord. Pour que vous soyez sous-officier, militaire du rang, officier, c'est moins de 30 ans. Il n'y a que pour les pilotes où on va être à moins de 27 ans. Pourquoi? Parce que la formation des pilotes est longue. Les contrats, c'est 20 ans de contrat. Donc, c'est 10 ans plus 10 ans. Donc, le but étant, c'est qu'ils puissent après avoir une deuxième carrière civile. Donc, il ne faudrait pas qu'ils quittent l'armée de l'air trop tard, voilà, pour pouvoir avoir cette seconde partie de carrière. Les recrutements se font via des tests de sélection. Les tests de sélection sont très durs. Voilà, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Tous les tests de sélection sont expliqués sur le site Devenir Aviateur. Mais en gros, c'est 2 passages en test, donc 2 passages à tour.
Les billets de train sont pris en charge, donc il n'y a pas de frais vraiment pour les jeunes. Les jeunes, après, sont nourris, logés sur place sur la base aérienne de Tours. Première partie, ça va être tous les tests psychotechniques, les tests d'anglais et les tests de sport. Voilà. Donc ça travaille. Mais il faut bosser ces tests-là, parce que si on n'a pas le niveau, pour les tests psychotechniques, ces tests-là sont valables pendant 3 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 3 ans, on est bloqué, on ne peut pas repasser les tests pilotes. Donc ça peut être un petit peu, quand on voit l'âge de 27 ans, ça peut porter un petit peu préjudice. Donc il faut bosser ces tests psychotechniques. Il y a plein de tests qu'on trouve sur Internet, des petits livres, etc., pour apprendre un petit peu les tests de QI. Ensuite, deuxième partie de test, si on arrive à passer ce filtre de la première partie des tests, on a la deuxième partie des tests qui sont plus des tests psychomoteurs. Donc là, on est vraiment dans des cabines d'avion où il va falloir jouer avec les palonniers, le manche, les palonniers et le manche en même temps, des calculs mentaux, etc. Donc, il faut aussi avoir une culture aéronautique très importante. Moi, je vais vous avouer, si j'ai un jeune qui vient me voir pour devenir pilote et qui n'a pas le BIA en poche, le brevet d'initiation à l'aéronautique, je vais tiquer, d'accord? Parce que le BIA, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout âge, hein, mais quand on le fait un peu jeune, des fois en lycée ou même en aéroclub, ça reste déjà une notion d'envie d'aéronautique et de vouloir apprendre l'aéronautique à un plus jeune âge. Donc, c'est déjà un très bon point. Après, il faut avoir une connaissance de l'histoire de l'aéronautique, les premiers avions, les grands aviateurs, les grands as de l'armée de l'air. Si vous ne savez pas, par exemple, qui est Georges Guilmer, c'est même pas la peine de postuler en tant que pilote dans l'armée de l'air. Donc voilà, donc il y a plein de choses, mais en fait, c'est aussi à nous, conseillers en recrutement, hein, dans tous les CIRFA de France, de vous accompagner et surtout de vous donner les bons éléments de langage et vers quoi il faut bosser pour essayer de réussir les tests de sélection. Donc voilà, mais c'est élitiste. Il faut savoir que l'armée de l'air, c'est que 8% de pilotes. Donc du coup, on peut vous dire que voilà, on va réussir à prendre la tête de la tête, la pointe de l'aiguille, et on peut se permettre de prendre vraiment les meilleurs. Dans les tests de sélection, c'est aussi à prendre en compte, bien sûr, il y avoir l'anglais. Les formations après, quand vous partez à Cognac pour apprendre à piloter, toutes les formations se font en anglais. Parce que bien sûr, l'anglais étant la langue de l'aéronautique, vous serez obligé de parler un anglais complètement fluent. Donc, du coup, si l'anglais, c'est pas votre force, c'est même pas la peine de postuler. Je fais un petit focus aussi santé, parce qu'on parlait de la santé juste avant. J'ai des jeunes qui veulent absolument devenir pilotes et qui viennent me voir et qui portent des lunettes. Ça, il faut savoir que les lunettes, c'est pas rédhibitoire, mais il faut avoir 9,5 sur 10 à ses yeux. Maintenant, à prendre en compte que les opérations sont acceptées, mais il ne faut pas se dire que je vais me faire opérer des yeux pour être pilote. Non, si vous vous faites opérer des yeux, c'est pour avoir un confort personnel. Le recrutement dans l'armée de l'air en tant que pilote est tellement compliqué qu'il ne faut pas se dire que je me fais opérer pour être pilote. Non, ça c'est vraiment pour votre confort à vous, mais il faut savoir que si vous portez des lunettes, vous ne pourrez pas justement rentrer en tant que pilote. Ça marche pour tout le monde, j'espère que c'est clair, hein. Il faut se préparer au test de pilote. L'autre option pour devenir pilote, qui est l'option un petit peu la plus longue, c'est de devenir, en fait, nos pilotes sont sous contrat. La plupart des pilotes sont sous contrat. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 2 contrats de 10 ans. Si vous voulez devenir pilote vraiment de carrière, donc c'est-à-dire en CDI, là, c'est un autre processus de recrutement. Il faut faire, via Parcoursup, des inscriptions pour les CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, du coup, c'est Bac+2. Quand vous faites c'est Bac+2, il faut après tenter le concours pour rentrer à l'école de l'air et l'espace, qui est notre école d'ingénieurs. Et là, après, si vous êtes pris dans cette école d'ingénieurs, hein, qui est aussi une école qui est très, très réputée, là, vous partez sur un cursus de 3 ans, donc un cursus d'ingénieur. Donc, ça vous fait votre Bac+5. Et là, vous allez pouvoir devenir officier de l'air. Ces officiers de l'air, on va avoir vraiment les officiers du coup pilotes, qui, eux, vont avoir un cursus différent de nos pilotes sous contrat. Nos pilotes sous contrat vont faire 10 ans, voire 20 ans de pilotes, qui vont piloter toute leur carrière. D'accord? Quasiment, je dirais, 98% de la patrouille de France, des pilotes de la patrouille de France sont des pilotes sous contrat, sont des EOPN, des élèves officiers du personnel navigant. Ceux qui sont de carrière, donc ceux qui sont en CDI, vont piloter, vont ensuite partir en état-major, vont encore piloter et finiront leur carrière en état-major. Ce sont eux qui sont nos grands chefs. D'accord? Si vous voulez évoluer en galon, moi je suis capitaine, c'est le cas des officiers qui sont sous contrat. On est limité entre guillemets au grade de capitaine. Pour ceux qui sont de carrière, ils vont pouvoir passer commandant, lieutenant-colonel, voire jusqu'à monter à général. D'accord? Donc là, c'est vraiment le fait de faire nos grands chefs de l'armée de l'air.
c'est ceux qui vont passer justement par cette carrière au sein de l'école de l'air et de l'espace. Et on a aussi d'autres officiers de carrière qui, eux, vont pouvoir rentrer, quand on appelle ça, sur titre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut passer son diplôme et du coup, vous allez pouvoir rentrer au sein de l'école de l'air et de l'espace, mais via un bac+3 et après de pouvoir passer les sélections en interne. Ça reste une niche, on a peu de place tous les ans, mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, j'espère que le focus a été assez clair au niveau des officiers. Si on fait un petit focus sur les pilotes, voilà, c'est la partie la plus importante. À savoir que tout est expliqué aussi sur notre site devenir-aviateur. Ensuite, hop, je reviens donc sur nos métiers. Donc là, c'est vraiment pour faire le petit focus sur les autres métiers qu'on va avoir. On a en fait 11 grandes familles de métiers. On a les opérations aériennes. Donc les opérations aériennes, c'est ceux qui vont vraiment travailler justement le plus avec les pilotes. Le but étant, c'est de les aider dans leur mission. On a vraiment beaucoup de recrutement de contrôleurs aériens. Le contrôleur aérien dans l'armée de l'air, c'est celui que vous pouvez vous côtoyer pilote dans la tour de contrôle avec qui vous avez les liens, les liaisons entre guillemets radio, mais nos contrôleurs aériens dans l'armée de l'air sont aussi des personnes que vous ne voyez pas du tout, qui sont dans des souterrains et qui vont pouvoir gérer toute la protection de l'espace aérien. Donc c'est eux qui vont pouvoir vérifier que tous les avions qui survolent la France ont le droit de survoler la France et de pouvoir déclencher justement le décollage de Rafale si jamais on a un avion comment dire, qui peut être dangereux pour la sûreté aérienne. On a des postes aussi de météorologistes. Donc, nos météos vont être formés à Météo France. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le matin sur TF1, vous avez l'émission Bonjour. Et le jeune présentateur, je crois qu'il s'appelle Ange, c'est un ancien météorologiste de l'armée de l'air et l'espace. Donc, voilà, donc ils ont vraiment des vraies formations à Météo France pendant 1 an et demi. Et après, le but étant, c'est de donner le bulletin météo avant chaque décollage au niveau de la mission et pour toutes nos missions, même pour d'autres spécialistes qui ne sont pas que pilotes. On a des moniteurs simulateurs de vol, donc ça c'est intéressant aussi pour les jeunes qui ont cette passion de l'aéronautique et du pilotage, parce que nos moniteurs simulateurs de vol sont ceux qui vont pouvoir donner des cours, entre guillemets, aux pilotes. Nos pilotes vont être formés en avion, bien sûr, hein, mais la formation en avion coûte cher, donc on va aussi les former au sol dans des simulateurs. Donc c'est vraiment des vrais simulateurs, hein. Ce n'est pas des jeux vidéo, hein, c'est des simulateurs qui sont d'Airbus, de Dassault, etc. Et le but étant, c'est de créer des pannes qu'on ne peut pas faire dans l'avion en vol. Du coup, là, le moniteur simulateur va créer des pannes dans le Rafale, dans les hélicoptères, dans les Airbus, etc. Et comme ça permet au pilote de gérer cette panne-là en toute sécurité. Et le moniteur va pouvoir briefer le pilote, de dire, voilà, s'il se passe ça dans l'avion, voilà la réaction qu'il faut avoir et voilà la manip qu'il faut faire. La défense sol-air, alors ça c'est un métier qui est très particulier, on en entend un peu plus parler malheureusement avec la guerre en Ukraine avec la Russie. La défense sol-air, ce sont tout bêtement des camions qu'on met en place, des camions qui vont s'ouvrir avec des missiles qui vont du sol vers les airs. D'accord. La défense solaire aussi, là, la grosse mission, et ça on en entend beaucoup parler, on a entendu parler à Brest là avec les drones qui ont survolé les longues avec les sous-marins nucléaires hein, qui sont basés là-bas. La défense solaire ont aussi des genres de fusils qui vont envoyer des ondes pour casser aussi tout ce qui est drone. Voilà, donc on a aussi cette lutte, c'est vraiment pour faire la défense de l'espace aérien. Et tout ce qui est ensuite dans les opérations aériennes, tout ce qui est la planification et la conduite des opérations aériennes, ce sont nos spécialistes en fait quand on part en mission. On sait que notre avion va partir d'un point et pour aller à l'autre bout du monde, en Australie par exemple, et ben, le technicien planification va planifier ses arrêts, d'accord. Donc les petits stocks qu'il va pouvoir faire sur des bases aériennes alliées, en Grèce, à Singapour, va profiter de tout ça pour voir, pour bien sûr faire le refuel, hein, faire le plein de l'avion, profiter aussi des alliances qu'on va avoir avec nos alliés, justement pour pouvoir participer à une mission avec eux. Et voilà, le but, c'est de faire des petits sauts de puce et que tout se passe au mieux pour nos opérations aériennes. Tout ce qui est système aéronautique, c'est tout bêtement nos mécaniciens. Voilà, on a besoin de beaucoup de mécaniciens. Ça reste notre deuxième plus gros recrutement dans l'armée de l'air. On a besoin de beaucoup de mécaniciens aéronautiques. Le renseignement, ça va être tout bêtement tous les métiers de l'espionnage. Voilà, on est espionné. Donc, du coup, on espionne aussi à notre tour. Donc, on va rechercher des linguistes. En ce moment, on est bien sûr sur les langues chinois, russe, arabe et toujours anglais. Donc, du coup, on va pouvoir avoir comment dire, tous les métiers du renseignement qui vont pouvoir être recrutés.
Et après, on a tous les liens toujours du renseignement, mais dans l'image. C'est-à-dire qu'en fait, nos satellites prennent des photos, nos rafales prennent des photos, les drones prennent des photos. Donc, on a des techniciens images qui vont pouvoir se baser là-dessus et regarder un petit peu les images qui ont été prises. Et après, tout ce qui est réseau et signaux, on peut se connecter à des téléphones portables, on peut se connecter à des radios. Et comme ça, nos linguistes vont pouvoir faire les écoutes en interne. Ensuite, focus important, parce que ça reste notre plus gros recrutement, on va recruter beaucoup d'informaticiens. On a des techniciens système numérique qu'on recrute, donc du coup, c'est notre plus gros recrutement dans l'armée de l'air, on est à plus de 300 postes par an. Donc là, on est dans la cybersécurité, ça c'est vraiment la clé, hein. Malheureusement, les guerres se font aussi aujourd'hui, hein, sur les réseaux. Donc on va recruter de la cybersécurité. Et on va recruter aussi tout ce qui est développeur, donc hein, ceux qui vont faire des lignes de code pour pouvoir créer des logiciels. Tout ce qui est protection, c'est bien sûr, comme on est une armée, il faut qu'on soit protégé. Donc, toutes nos bases aériennes sont protégées. On va avoir des fusiliers, on va avoir des maîtres chiens, on va avoir des commandos parachutistes, on a des CPA, on a des commandos parachutistes de l'air, on a 3 CPA dans l'armée de l'air, donc, dont les forces spéciales. Donc, si on a des jeunes qui sont motivés pour rentrer dans la protection, on a des postes qui sont largement disponibles. Et on recrute aussi des pompiers. Les pompiers, ce n'est pas les pompiers de Paris, ce n'est pas les marins-pompiers de Marseille. Les pompiers dans l'armée de l'air sont des pompiers aéronautiques, donc ils sont présents à chaque décollage et chaque atterrissage des avions au cas où il se passe quelque chose. Et après, ils peuvent faire du renfort aussi pour tout ce qui est feu de forêt. Dans tout ce qui est communication, on va retrouver les photographes, infographes, vidéastes. Et pour ceux qui partent après sur des écoles de journalistes, donc plutôt bac+3 à bac+5 en communication, on a aussi besoin de journalistes. Je vous l'ai dit aussi, en restauration, on va rechercher des jeunes qui vont préparer la nourriture, hein. Pour le midi, quand on mange dans les messes, dans les cantines militaires, on a besoin d'agents de restauration. On va recruter aussi dans le bâtiment. Donc là, c'est tous les métiers du bâtiment, du plaquiste au plombier, chauffagiste, etc. Euh, on recrute. Ça reste des métiers qui sont aussi intéressants parce que nos bâtiments, c'est en France, mais aussi à l'étranger. Troisième plus gros recrutement dans l'armée de l'air, ce sont les ressources humaines. Alors, on a besoin de beaucoup, beaucoup de secrétaires, de gestionnaires ressources humaines. Donc, pour les jeunes qui sont plutôt partis dans les métiers administratifs, on a beaucoup de postes aussi à pourvoir. Ça reste des postes qui sont des postes, je veux dire, plutôt sédentaires. On ne va pas dire que parce que je suis secrétaire dans l'armée de l'air, je vais être hyper opérationnel. Non, ça reste des métiers qui sont derrière les ordinateurs, au contact avec les aviateurs pour leurs questions plutôt de dossiers et de gestion RH. On peut partir en opération extérieure quand on est gestionnaire RH, mais on va rester à gérer les personnels au niveau administratif. Et les deux dernières familles, on a tout ce qui est transport logistique. On a des chauffeurs routiers, on a des magasiniers, on a des préparateurs de commandes. On va avoir des logisticiens qui vont gérer les départs de pièces mécaniques, le retour des pièces mécaniques, etc. Et un métier qui est aussi très intéressant, on a le transit aérien. Donc, du coup, c'est l'accueil des avions de transport sur notre plateforme aéronautique, vérifier le chargement, vérifier aussi les passagers qui sont à bord. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes en lien aussi avec le milieu de l'aéronautique. Et enfin, dans tout ce qui est santé et sport, à savoir que nous, l'armée de l'air, on ne va pas gérer, parce que j'ai des fois des questions sur les médecins et les infirmiers, on ne va pas gérer le recrutement des médecins et infirmiers. Ça, c'est le service de santé des armées qui va les recruter et les former. Par contre, on va recruter des auxiliaires sanitaires qui sont vraiment nos aides-soignants. Et enfin, on a aussi les métiers de monite de sport qui sont vraiment nos coachs sportifs. Quand on est militaire, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on soit sportif, surtout pour certains métiers plus que d'autres. Donc, du coup, on a nos monites de sport sur nos bases aériennes qui vont pouvoir nous former au quotidien. Voilà un petit peu pour le focus. Je j'essaie de passer rapidement au processus de recrutement, le parcours que les jeunes vont avoir pour nous rejoindre. La première partie du recrutement, eh ben, c'est chez nous, d'accord? C'est en CIRFA que les jeunes vont pouvoir prendre les informations. On va essayer de les orienter par rapport au métier. Des fois, on essaie de leur dire, attention, vous avez choisi tel métier, mais par rapport à votre cursus, ça ne va pas matcher. On commence à avoir un petit peu d'expérience maintenant. Donc, voilà, on essaie de trouver le bon métier qui va correspondre à leurs attentes et aussi à leurs compétences scolaires et puis professionnelles des fois. Ensuite, une fois qu'ils ont pris leur dossier et qu'ils ont rempli leur dossier, ils vont passer des tests de sélection. Alors pour nous, pour toute la région des Hauts-de-France, c'est à Rueil-Malmaison, donc en région parisienne, visite médicale, test psychotechnique, un test de personnalité, un test d'anglais, du sport et après un entretien de motivation. Le but étant, c'est justement d'avoir tout ce panel-là et de se dire si les jeunes vont être aptes à rentrer dans l'armée de l'air. Si tout est OK, du coup, tout le dossier va partir à Tours. Donc, c'est là où se situe notre bureau recrutement. Et c'est là qu'ils vont pouvoir passer en commission et, s'ils sont pris, de pouvoir aller signer leur contrat sur leur base aérienne ou en école s'ils sont pris en tant que sous-officiers.
Les formations, c'est toujours une formation militaire de 2 à 4 mois, hein, tout dépend un petit peu le statut, et après, qui s'enchaîne avec une formation professionnelle. Tout est rémunéré. Voilà, ils sont rémunérés dès leur premier jour d'entrée en école de formation militaire, logés, nourris, quartier libre le week-end, sauf s'ils sont punis, hein, on peut être puni, hein, moi j'ai déjà été puni. Enfin, pas moi, mais toute ma promo a été punie, donc du coup, on n'a pas pu rentrer le week-end. Euh, mais du coup, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du statut militaire, il faut suivre les règles. Quand on les enfreint, et bah, du coup, on est puni. Mais du coup, voilà, sinon, si tout se passe bien, ils peuvent rentrer le week-end à la maison sans souci. Le mercredi soir, ils ont aussi du temps libre, ils peuvent aller boire un petit verre dans les bars. Voilà, on n'est pas du tout en prison, hein. Le but, c'est tant que les jeunes passent un bon moment pendant nos formations. Je vous fais un petit focus, il ne me reste plus beaucoup de slides. On fait un petit point sur les préparations militaires. Les préparations militaires, c'est à partir de 16 ans. En gros, c'est une semaine sur nos bases aériennes pendant les vacances scolaires. Ça vous permet un petit peu de tester l'armée de l'air et de voir pendant une semaine si ça va vous plaire. Vous êtes en treillis, vous allez monter, démonter un fusil d'assaut, vous allez apprendre ce que c'est l'armée de l'air. Voilà, donc du coup, ça peut être intéressant comme ça pendant vos vacances scolaires de passer un petit moment sur nos bases aériennes. On en fait encore sur la base aérienne de Creil, donc dans l'Oise. S'il y en a qui sont intéressés, il faut s'inscrire sur le site des réserves, donc réserviste.défense.gouv.fr. Le niveau au-dessus, on a la réserve opérationnelle. La réserve, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde, même ceux qui travaillent, parce que du coup, c'est du temps que vous prenez pendant votre temps libre, soit pendant vos vacances, même si normalement votre patron doit vous donner du temps pour faire de la réserve. Hein. Ils ont des contrats, un petit peu des engagements avec les armées pour vous donner du temps. C'est entre 5 jours et 30 jours d'activité par an. C'est rarement 5 jours. On essaye au moins de vous faire 30 jours, voire même des fois 60 jours. Les prérequis, il faut avoir entre 17 et 45 ans. Vous verrez une petite slide juste après. Il faut avoir une aptitude médicale, comme pour être militaire, des vrais militaires. Là, vous êtes militaire quand vous portez l'uniforme et que vous êtes réserviste. Donc, du coup, il faut rester en bonne santé. Les inscriptions se font aussi sur notre site, hein, devenir-aviateur. Vous mettez sur le petit onglet postuler, réserve opérationnelle, et du coup, ça tombe chez nous, et du coup, après, on va pouvoir vous contacter et vous expliquer un petit peu le processus pour la réserve. Les réserves, on a 3 familles de réserves différentes. On a de 16 ans à 45 ans, où là, en gros, ce sont des jeunes, enfin des jeunes ou des moins jeunes, hein, 45 ans, c'est un petit peu moins jeune, mais qu'on va pouvoir prendre pendant leur temps libre. On leur fait faire une formation militaire qui est rémunérée, et après, on leur donne des tâches. Voilà, moi, j'ai eu ma meilleure amie qui est dans la logistique, et on lui a donné les tâches de gérer un escadron franco-allemand qu'on a sur Évreux. Et elle va gérer ça parce que du coup, elle a les compétences pour. Et elle va faire une journée, là, elle est en train de faire une journée par semaine, tous les vendredis, aller sur la base aérienne d'Évreux. Donc voilà, donc on arrive à prendre les jeunes par rapport à leurs compétences. Ensuite, on a des réservistes opérationnels qui sont de haut niveau. Et là, ce sont des jeunes qui ont au moins un bac plus 5. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un niveau scolaire qui va leur permettre d'avoir les grades d'aspirants. Vous avez vu, hein, vous avez le petit grade qui est noté en dessous. Là, c'est le premier grade des officiers. Donc, du coup, en interne au sein de la réserve, ils vont pouvoir évoluer en grade et pourquoi pas après continuer en tant que capitaine, commandant, etc. Donc, du coup, là, la rémunération journalière sera plus intéressante et les missions seront aussi un petit peu plus élevées. Et enfin, on a aussi les réservistes opérationnels, mais du coup spécialistes. Vous avez vu, hein, ça va jusqu'à 71 ans. Je vais vous avouer que là, c'est plutôt des anciens militaires, d'accord? Donc, qui ont fait leur carrière militaire. On a du mal quand on est militaire à tout quitter du jour au lendemain. Donc, du coup, on aime bien toujours garder un petit pied dans la réserve. Et souvent, on reste dans la réserve, mais du coup opérationnel, parce que du coup, on fait le même boulot qu'on faisait avant, mais en tant que réserviste, des fois en tant que retraité, on a beaucoup plus de temps aussi après à donner au niveau de l'armée. Vous avez entendu Monsieur Macron qui a annoncé au mois de novembre aussi la mise en place du service national volontaire. Ça commence. Ça sera plutôt en 2026 que ça va commencer. À savoir que nos premières formations vont se faire au mois de septembre 2026. Donc, il va falloir encore un petit peu d'attente, hein, pour ceux qui sont intéressés pour faire un SNV. Les critères d'âge, c'est de 17 à 25 ans. Il faut avoir fait sa JDC. Toujours une aptitude médicale, parce que c'est aussi un statut de militaire. En gros, c'est 1 mois de formation militaire. Donc, comme tous les militaires, on passe par 1 mois de formation. Et après, c'est 9 mois qui vont être sur une base aérienne.
par rapport à des compétences. Ça peut être en restauration, ça peut être en protection, ça peut être en logistique, ça peut être en secrétariat. Et en fait, les jeunes vont travailler pendant 9 mois au sein d'une base aérienne à faire un métier qui va peut-être leur plaire, etc. Et après, au bout de ces 10 mois, donc un mois de formation militaire plus les 9 mois, soit ils repartent dans le monde civil, voilà, parce que du coup, ça leur a plu, ça leur fait une petite ligne d'engagement sur leur CV, soit ils peuvent intégrer, s'ils veulent, la réserve opérationnelle, ou alors, si vraiment ils se sont plu et qu'ils se voient faire une carrière dans l'armée de l'air, et bah, du coup, ils peuvent rejoindre l'armée de l'air et l'espace dans l'un des différents métiers qu'on a pu voir juste avant. C'est nous, CIRFA, qui allons gérer justement ces inscriptions. Donc, du coup, s'il y en a qui sont intéressés, je vous le rappelle, c'est pas avant septembre l'année prochaine pour les formations. On peut commencer à se renseigner, mais les formations après, ce sera à partir de septembre. Septembre, un mois en septembre, il y en aura un mois en octobre et après un mois en novembre. Les formations se feront sur la base aérienne d'Évreux, donc dans l'Eure, en Normandie, et aussi là, sur la base aérienne d'Orange. Donc là, on est plus dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. C'est un petit engagement d'une petite année. Ça peut être très sympa aussi pour les jeunes qui se cherchent et qui n'ont peut-être pas envie de faire un vrai contrat. Voilà, ça, tous les métiers que je vous marque, c'est vraiment les métiers qu'on a pu voir juste avant. C'est les métiers qui vont être ouverts aux jeunes, justement, dans le service national. Vous avez vu, on retrouve quasiment les mêmes métiers qu'on a pu voir avant dans nos actifs à nous. Voilà, donc ils peuvent faire partie de la belle famille de l'armée de l'air pendant ce petit contrat de 9 mois avec nous. J'en ai fait le tour. J'espère que le temps restant et le timing est bon. Euh, on est sur tous les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Snapchat, on est sur LinkedIn, sur YouTube, sur X, voilà, sur Facebook, etc. Il ne faut pas hésiter à nous suivre. Moi, je dis toujours aux jeunes, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont publiées, qui sont très sympas. Et du coup, ça vous permet de voir vraiment les missions de l'armée de l'air et l'espace. Soit vous suivez l'armée de l'air et l'espace, soit vous suivez aussi Devenir aviateur. Voilà, du coup, ça fait les 2 pages un petit peu Facebook ou autres réseaux sociaux qu'on va avoir qui sont intéressants si vous voulez un petit peu d'autres informations sur l'armée de l'air. Voilà, j'en ai fini. Aubin, c'est à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense Avec grand que plaisir. on a appris tous plein de choses et voilà. Donc c'est à retrouver en rediffusion sur YouTube. Ouais. Et Et puis surtout, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, il y a pas de questions bêtes. Voilà, les numéros de téléphone sont notés en début de vidéo, donc il ne faut pas hésiter à nous passer un petit coup de fil. On est et présent et on est ravis de renseigner tout le monde, on mettra les liens en description du CIRFA. avec grand plaisir. Quand on dit aviateur, attention, ce n'est pas que des pilotes, d'accord? Pour les aviateurs dans l'armée de l'air, c'est tous les personnels de l'armée de l'air.